Bienvenue dans Voyage en soi, un podcast dans lequel vous découvrirez l'histoire de Thibaut, parti pour un long voyage à l'autre bout du monde, en Amérique du Sud, pour finalement se redécouvrir lui-même. Un voyage rythmé de découvertes et de dépassement de soi. Un voyage à la rencontre de l'autre, mais aussi d'introspection et de recherche d'équilibre. Et s'il part seul, ses proches ne sont jamais bien loin. Alors vivez à travers son récit, son voyage depuis les chars colorés du carnaval de Rio, jusqu'au rougeoiement de la lave en fusion, d'un volcan en éruption, en passant par un séjour chez les Guarani, une tribu autochtone au beau milieu de la forêt amazonienne, ou encore l'ascension d'un simil avec une cholitas en Bolivie. Ouvrez grand vos oreilles. Thibaut Chastenay, moi j'ai 30 ans, je vais sur mes 31 ans. Je suis d'originaire de Lyon, j'ai fait mes études toute ma vie principalement en région lyonnaise et j'ai fini par m'installer sur Paris donc, pour le boulot où j'ai démarré la carrière d'ingénieur travaux chez Fageroute en 2018-2019. J'ai une bonne partie de mes attaches, amis, famille sur Lyon et puis aussi du côté de Paris. Voilà, moi je suis quelqu'un de sportif, j'aime les sorties, les amis, les moments de convivialité, le partage, le voyage et j'aime bien me lancer des petits challenges aussi et sortir un peu de ma zone de confort. Alors, je suis quelqu'un de plutôt extraverti, j'aime bien l'échange, je suis curieux, j'aime bien aller vers les gens. Je suis quelqu'un d'actif, qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot et j'aime pas trop quand les choses sont lentes ou casanières ou la routine. Je suis quelqu'un qui est plutôt empathique et j'ai tendance à voir plutôt les choses du côté positif que négatif, donc plutôt souriant. J'aime être accompagné aussi, pour moi c'est très important d'être entouré et de partager les bons moments comme les plus mauvais avec du monde autour de moi. Voilà, j'ai enchaîné 4-5 années assez intenses sur Paris, côté pro comme côté vie privée, y a un tas de choses qui sont un peu mélangées et je pense que j'arrivais un peu sur la fin d'un cycle, que ce soit au niveau du taf ou moi je sentais quelque chose d'un peu pesant aussi depuis quelques temps. J'avais toujours eu envie de voyager un peu longtemps, un peu de manière un peu différente. Tout s'est un peu aligné au milieu d'année 2023. Je me suis posé les bonnes questions, enfin je me suis posé des questions en tout cas, je sais pas si c'est les bonnes. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à la conclusion que le voyage en fait se proposait un peu de lui-même, dans le sens où moi j'arrivais fin de projet pro, je finissais un chantier dans le cadre de ma vie pro. Je me suis séparé, on a vendu notre appartement, voilà, il y a tout un tas de choses. J'arrivais à l'aube de mes 30 ans, j'avais envie de vivre quelque chose de fort. À ce moment-là et je pense que j'étais prêt aussi à le vivre de par l'expérience que j'ai eue avant et tout ça et du coup je pense que c'était le bon moment. Voilà, après c'est pas venu comme ça en un claquement de doigts, il y a eu des questions, des remises en question et je commençais à en parler autour de moi et les gens ils m'ont dit mais ça fait un moment que t'en parles aussi parce qu'il y a un moment faut y aller et j'avais aussi besoin de cette aide on va dire extérieure de mes proches et voilà et du coup j'ai pris la décision, j'en ai parlé au boulot, j'ai pris une année sabbatique qui a été acceptée tout de suite et après je me suis un peu lancé une fois que j'avais la décision elle était prise, fallait aller au bout et le voyage après je me suis posé des questions sur où. J'avais l'Asie en tête, un peu l'Europe aussi un peu plus proche qui faisait peut-être un peu moins peur et l'Amérique du Sud c'est quand même venu assez rapidement dans la balance et parce que j'avais fait déjà le Brésil l'année d'avant, je connaissais un peu le carnaval, la culture latine, l'espagnol ça me faisait pas peur, j'en avais fait un petit peu aussi à l'école, c'est quelque chose que je savais que ça allait revenir de manière plus ou moins rapide, mais je savais que ça allait revenir. Moi la culture latine dans l'échange, par l'effort, se retrouver ça me parle aussi. Et je savais qu'il y avait des beaux paysages, des beaux pays à découvrir, des cultures très différentes au sein d'un même continent. Je pensais pas que ça allait être aussi simple, aussi facile de voyager là-bas, mais du coup, avec le recul, j'ai fait le bon choix. Enfin, en tout cas, le choix qui m'allait pour moi. Et du coup, Amérique du Sud, et j'ai choisi le Brésil pour démarrer ce voyage parce que c'était un pays que je connaissais. J'avais un ami de longue date, Yann, qui est sur place aussi, qui me permettait d'avoir un point d'attache tout de suite, au cas où ça se passe pas super bien le début du voyage.
Il y avait de l'excitation du départ et il y avait aussi beaucoup d'appréhension. C'était pas vraiment de la peur, juste de l'appréhension parce que j'étais jamais parti seul en voyage. Juste avec mon sac à dos sur le long terme comme ça, je l'avais jamais fait non plus. Et je quittais quelque chose que je connaissais, des proches, des amis, pour me lancer dans tout seul. Et je pense que je redoutais un peu, c'était les moments seuls. Arriver à se débrouiller seul, arriver à construire mon itinéraire, aller rencontrer les gens. Je suis quelqu'un qui est plutôt sociable, qui va vers les autres. Mais bon, dans ces moments-là, on doute quand même un peu de soi et on se demande comment ça va se passer, parce que c'est la peur de l'inconnu et c'est un peu le saut vers quelque chose que je ne maîtrisais pas. Il y a aussi beaucoup d'excitation d'aller se challenger, d'aller découvrir quelque chose que je connaissais pas et je savais qu'il allait y avoir des choses qui allaient se passer, j'allais en ressortir grandi avec des expériences. Je ne pensais pas autant, ça c'est sûr. Voilà, maintenant je peux faire le bilan. Mais je savais qu'il allait y avoir des choses fortes et j'étais prêt pour... je me sentais prêt pour le faire. Moi, c'est vrai que la vie que je menais à Paris, c'était un peu fast life, des grosses amplitudes horaires. Derrière, le soir, il fallait toujours faire du sport, aller voir du monde, boire un coup. Le week-end, il fallait programmer des choses. Et je pense que je fuyais beaucoup ces moments de se retrouver seul, ces moments calmes où prendre le temps, moi ça m'arrivait jamais et j'avais peur de me retrouver seul. Parce que peut-être peur de me poser des questions, peur de réfléchir sur certains sujets plus profonds, plus introspectifs. Et du coup, quand je dis je pense que c'était le bon moment aussi pour ce voyage, c'est que je pense qu'inconsciemment, au fond de moi, il y avait quelque chose qui me disait prends ton temps et à un moment, ta vie, ça peut pas être rythmé par tout ça et tu peux pas juste ne pas voir certaines choses et programmer une centaine de choses par semaine et avoir un emploi du temps hyper dense. Et à un moment, il faut aussi prendre le temps, il faut aussi s'écouter et je pourrais pas continuer comme ça. C'est ça aussi qui m'a poussé à faire le choix de partir seul pour me retrouver un peu avec moi-même. Je sais pas comment dire, je pense que c'est un peu une histoire d'instinct aussi ou d'alignement de choses qui m'ont conduit à ce choix-là. Ça a vraiment été un choc brutal de passer d'une vie à 100 à l'heure à une vie où je pars avec mon sac à dos seul, je me retrouve moi et là qu'est-ce que je fais ? Bah ouais, du coup tu penses à toi, tu te poses certaines questions, des trucs qui m'arrivaient jamais mais juste rien faire pendant une journée. Et du coup, tu as des questions, c'est un peu plus introspectif, il y a des choses plus profondes qui arrivent derrière. Et ça me fait énormément de bien. Et je pense que c'était nécessaire pour moi de le vivre comme ça. Et du coup, maintenant, j'ai aussi appris à aimer ces temps seuls, à me forcer à le faire aussi un peu plus. Et quand je dis forcer, c'est maintenant, j'apprécie ça, alors qu'avant, je le fuyais. Et j'avais une vie qui était... c'était trop, c'était too much, parce que ouais, il y avait peut-être un malaise, un mal-être et que du coup le fait de remplir tout ça, ça me permettait de pas rester seul et pas rester en place et je me forçais un peu à faire tout ça. Je pars exactement le 17 janvier 2024. Avant, je fais une petite tournée d'adieu à Lyon, un pot de départ, voilà, parce que j'aime bien aussi ces moments, j'aime bien mes amis, ma famille, donc je réunis tout le monde à Lyon. On festoie ça, et je me prépare, je suis rempli de bonnes ondes et ça fait plaisir. Gâté aussi, mais bon voilà, moi ce qui me plaît c'est pas le côté matériel, c'est vraiment les personnes qui sont autour de moi pour ces moments-là. Donc ça me permet de recharger bien les batteries, je fais la même chose à Paris avec mes amis, mes collègues de Paris. Pareil, où je suis gâté, je pars du boulot, je quitte le boulot pour 1 an, mais je fais un peu de départ quand même et là je me rends compte que eux ils sont aussi là prêts à me donner beaucoup alors que je les laisse. Donc ça fait du bien aussi de recevoir tout ça. Et on fait une dernière soirée du coup avec mon frère, ma sœur. Voilà, un peu... beaucoup d'émotions même. On se serre dans les bras. Moi je sais pas où je m'en vais mais je pars. Et ma sœur a connu un peu ça parce qu'elle est partie aussi en voyage avant, donc elle m'a écrit un petit peu là-dessus. Elle m'a dit tu vas voir, ça va être une expérience qui va te bouleverser, qui va changer un peu ta vie. Moi je le lis sans trop prêter attention et puis je pars. J'avais demandé à tous mes proches de m'écrire une petite lettre avec une petite photo, un petit mot avant pour aussi pouvoir le lire, me reposer dessus et lancer mon voyage. Bon voyage Thibaut. Photo format identité comme demandé. Elle est pas hyper fun, si tu veux je t'en ferai une autre avant le départ. Plus, en pièces jointes, une petite liste pour commencer ton voyage intérieur. Parce que tu t'apprêtes à vivre une expérience qui va bouleverser ta vie et te transformer pas mal,
Voici une liste non exhaustive de questions à te poser avant de partir et après ton retour. Enjoy. Quand tu penses à ce voyage, quelles sont les émotions qui te viennent instinctivement ? Quel est ton plus grand rêve ? Quelle est ta plus grande peur ? Quelle est ta plus grande fierté ? Selon toi, quel est ton plus grand défaut et ta plus grande qualité ? Et donc dernière soirée à Paris, j'ai Lucas, un collègue qui est devenu un très bon pote, qui me pose à l'aéroport d'Orly et c'est parti. Donc là, je réalise enfin que ça y est, je suis tout seul avec mon sac à dos, je monte dans l'avion. Et j'arrive à Fortaleza. Alors pourquoi Fortaleza au Brésil, dans le Nordeste ? C'est parce que tout bêtement, je m'y suis pris à la dernière minute et c'était le billet le moins cher. Donc voilà, et ça me permettait aussi de démarrer par le nord et puis de descendre un peu sur la côte brésilienne pour arriver à Rio pour le carnaval et puis pour retrouver Yann. Donc ça me laissait un mois et demi tout seul. Donc je suis arrivé le 17 janvier à Fortaleza. Tout de suite, le soleil, beaucoup de soleil, beaucoup trop. Donc moi, en tant que Français parisien, je sors pendant 3 heures sans crème solaire. Je me prends un énorme coup de soleil qui me couche pendant 3 jours. Ça m'apprendra. Mais voilà, c'est le premier gros coup dur, c'est ça. C'est le corps brûlé, 40e degré. Je continue mon aventure, je m'étais programmé un trek aussi au démarrage, j'avais un peu réservé quelques hôtels. Je préférais que ça soit un peu cadré au démarrage. Je fais un trek dans les Lençóis de Maranhão au nord du Brésil, magnifique, dans les dunes avec des lagunes d'eau, où là je rencontre un Français avec qui je passerai finalement 2 semaines à vadrouiller dans le nord du Brésil, tous les deux, qui est devenu un bon pote. On est avec un couple de Français jeunes retraités aussi, ça se passe super bien, il y a une vraie osmose, donc on fait ce trek-là. J'en prends tout de suite plein les yeux en termes de la découverte sensorielle, que ce soit gastronomique, que ce soit les décors paradisiaques, les plages du Brésil qui sont juste folles, les aguas des cocos qu'on voit sur la plage. C'est ces moments assez simples finalement, mais qui te permettent de vraiment te mettre dans ton voyage aussi, et ça fait un choc brutal avec la vie à 100 à l'heure que je menais. Donc ouais, le nord du Brésil, et puis je redescends tranquillement, du coup accompagné de Julien que j'ai rencontré là-bas sur Salvador dans un premier temps, où là on fait une petite escapade dans la Chapada Diamantina, qui est un parc national incroyable, hyper dense, forêt tropicale, où là on fait vraiment full nature pendant 3 jours, perdu, sans réseau, avec très peu de monde au milieu des montagnes à marcher. Il y a même sa famille qui le portera disparu à ce moment-là, parce que pour la petite anecdote, il avait cassé son téléphone une semaine avant, il n'a pas donné de nouvelles à sa famille. Après on part 4-5 jours du coup dans la Chapada Diamantina faire ce trek sans réseau, et en fait sa famille, au bout de 2-3 semaines, ils se sont inquiétés, ils ont commencé à prévenir les autorités et tout ça. Et en fait, on retourne à Lençóis, donc qui était la ville après le trek. Et là, je commence à avoir plein de messages sur les réseaux sociaux de sa famille qui essayaient de me contacter, de ma famille. Et en fait, ils se sont inquiétés et ils ont eu peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Já foi localizado o turista croata que havia desaparecido na Chapada Diamantina desde a noite de Natal. Tout est rentré dans l'ordre, mais ça reste un moment un peu fort de le voir à la télé dans un bar. On était en train de siroter une bière tranquille, de débriefer sur nos 5 jours de marche, et là on le voit passer à la télé avec le petit bandeau en dessous, touriste français porté disparu à Pipa, ville dangereuse connue pour ses falaises et pour la drogue, machin, donc Moi j'ai besoin de tenir au courant ma famille, j'ai besoin d'avoir ces interactions-là aussi avec mes proches. Je sais que ma maman aussi, elle aimait bien recevoir des nouvelles, et le côté un peu inquiet aussi, mais même si elle savait qu'au final, j'allais pas non plus chercher le danger en manière permanente. C'est quand même l'Amérique du Sud, il y a quand même des préjugés qui reviennent quand on parle de l'Amérique du Sud, donc c'est pas le continent non plus le plus safe. Donc il y avait ce côté un peu inquiet de ma mère. J'ai aussi décidé de tout tracer sur une application qui s'appelle Polar Step, pour pouvoir aussi moi derrière garder un souvenir, puis ça permettait aussi de partager avec les gens qui le souhaitaient et de vivre un peu en live mon voyage. Ça m'obligeait aussi à écrire parce que je voulais avoir un carnet de bord, mais du coup ça permet d'écrire et de garder ses souvenirs et de se poser aussi à certains moments pour écrire et de prendre le temps justement de ressentir ce qu'il y a au fond, les émotions et tout ça. Dans ce Polar Step, Thibaut écrit également quelques poèmes. Voici un extrait de l'un d'entre eux qu'il a écrit lors de son voyage en bus en direction de la Chapada Diamantina. Je vous laisse sur ce doux son de tambour, car je suis à court. Serait-ce le présage des prochains jours ? On dirait mon cœur, mon corps. À moins que ce ne soit amour,
ça va de soi. Carnaval, tu me reçois? Dans le bus, les paysages commencent à changer. Le voyage est une nouvelle étape à sonner, comme l'impression de devoir me reposer et que la liesse va arriver. Adieu et maladresse, au revoir, je vous laisse, à bientôt, je cesse, à très vite, j'essaye. Donc je suis resté quand même en contact avec le monde extérieur durant tout mon voyage, même si ça m'est arrivé aussi de couper. Par exemple là, pour la Chapada Diamantina, où là, pendant 4-5 jours, t'as pas de réseau. Enfin, je prévenais au moins mon cercle proche, on va dire, pour pas qu'ils s'inquiètent. Et puis après, ça faisait du bien aussi, ces coupures. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Pareil, quand j'étais au Pérou, le Waiwash, 8 jours sans rien. On a même eu la possibilité au 5e jour, on était dans un petit village, de demander de la Wi-Fi. Il y a une partie du groupe qui l'a fait. Moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Je voulais vivre l'expérience à fond. Et au final, on se rend compte que dans nos vies, ça arrive presque jamais de faire 48 heures déconnecté complet. Et là, c'était un peu plus facile en voyage de le faire. Et après, ça me faisait aussi du bien d'avoir des nouvelles, de les appeler. On s'appelait quand même régulièrement, en tout cas tous les 4 en famille, et ma mère, mon frère et ma sœur. On s'appelait quand même régulièrement parce que j'aimais bien aussi leur montrer ce que je faisais, où j'étais et ce qui s'était passé sur les derniers moments. Et puis je pense qu'ils ont vu aussi mon évolution dans le voyage, de par ces visios et tout ça. On se quitte avec Julien, les au revoir, pas pour le long terme parce qu'on sait qu'on va se revoir sur le carnaval de Rio, et puis je sais que du coup c'est quelqu'un que j'apprécie, on a un peu le même tempérament et on se reverra certainement en France ou en Europe. Je pars pour Rio, où là je retrouve Yann, donc un de mes meilleurs amis qui est installé là-bas depuis 6 ans, avec qui j'avais déjà fait le carnaval de Rio l'année dernière. C'est une ville qui me parle, que je connais, une ville très festive. Les Carioca, ils incarnent pour moi ce côté brésilien de profiter de l'instant présent, c'est carpe diem, c'est à toute heure, il y a toujours une bonne raison de se retrouver, de faire la fête, de manger, de célébrer, de danser. La danse qui est hyper importante. Avec le carnaval, en plus, c'est vraiment le summum, les couleurs, la fête, la danse, la musique. Et ça, c'est des choses qui me parlent, ces moments de fête où tu te sens bien. C'est un peu poussé à l'extrême parce que forcément, tu dors pas beaucoup. L'alcool, drogue, c'est vraiment la ville du vice, Rio, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime. C'est dangereux de rester trop longtemps à Rio. Mais il faut y aller, il faut le vivre et vivre le carnaval de l'intérieur. Ça, c'était un moment fort de mon voyage et pareil, je l'attendais aussi et ça a tenu ses promesses. J'ai des amis, Jimmy et Fabien d'école d'ingé, qui sont venus aussi pour ce moment-là à Rio. Ils ont vraiment vu ce que c'était et ils s'imaginaient pas que c'était aussi dur pour le corps de tenir ce rythme-là sur une semaine. Et puis voilà, aller au Sambodrome, voir les chars, les musiques. Et aussi comprendre pourquoi pour les Brésiliens c'est aussi important ce carnaval-là. Ils préparent les chars, ils préparent les défilés, il y a un vrai classement à la fin, ça fait partie des traditions. Et maintenant c'est aussi très touristique, mais l'avantage aussi de le faire avec Yann, c'est que lui il est depuis 6 ans, il est sur place, il connaît beaucoup de Brésiliens, sa copine est brésilienne, et du coup on a pu vivre de l'intérieur avec des Brésiliens, des locaux qui nous ont emmenés aux bons endroits, parce que tu as des blocos, les blocos c'est des carnavals un peu officieux dans la rue, où il y a des groupes de musique que tu suis, et il y a des défilés derrière où tout le monde est déguisé. Et il faut connaître en fait les endroits, et si t'es pas du coin, tu sais pas à quel bloco faut aller, parce que chaque bloco a un type de musique. T'as la samba, t'as la musique plus électro, t'as plus du funk, t'as un peu de tout. Et du coup nous, le but c'était d'aller trouver ça dans les petits endroits de Rio et d'aller profiter, danser, rencontrer du monde. Ça démarre très tôt le matin à 8h parce qu'il fait très vite très chaud. Et voilà, l'alcool coule à flot et c'est des bons moments. J'ai encore des images très colorées et très festives en tête. J'avais besoin de repos, parce que c'était fort. Donc là, on part en Uruguay avec Yann qui avait pris quelques semaines de vacances aussi. Donc là, on se loue une voiture, on fait un petit road trip tous les deux. C'est un peu des vacances dans le voyage. Plus l'Uruguay, c'est un pays un peu à part en Amérique du Sud qui est vraiment très tranquille. Très différent de ses voisins brésiliens, argentins, où ça parle fort, ça danse, il y a un vrai côté latin. Là, c'est plus tranquille. Des grands espaces,
des grandes plages, pas de grosses villes, de gros tumultes. Voilà, j'attendais pas grand chose de ce pays, j'avais pas prévu d'aller en Uruguay, mais content de l'avoir vu. On a pris du temps, on s'est reposé. On a vu des couchers de soleil qui étaient incroyables. Je pense qu'il y avait plus beau coucher de soleil que j'ai vu en Amérique du Sud, c'était là-bas. Je sais pas si c'est dû au fait de l'exposition de la côte ou de la temporalité de la saison. L'équilibre, globalement dans la vie, il est hyper important. Et du coup, en voyage, c'est vraiment, j'en ai parlé avec beaucoup de personnes de cet équilibre-là qui était hyper important. C'est-à-dire que tu vas enchaîner des moments un peu plus festifs ou socialement riches aussi, où tu es beaucoup dans l'échange, dans l'interaction avec les gens. Et du coup, tu vas avoir après le besoin de te retrouver un peu plus seul, un peu plus au calme. Et du coup, c'est toujours un principe de balance où quand tu te prends un peu d'un côté, il faut que tu te retrouves de l'autre côté pour justement faire redescendre les émotions, te retrouver un peu toi-même. Et en fait, si tu enchaînes trop d'un côté comme de l'autre, c'est pareil, si tu enchaînes trop des moments tout seul, sans interaction, ça m'est arrivé aussi quand je suis parti faire du stop au fin fond du Chili. Pendant 2 semaines, j'ai quasiment vu personne, il n'y avait personne dans les auberges. Et au bout d'un moment, en fait, tu as besoin d'aller voir du monde, que ce soit des locaux, des touristes. Pareil, tu as besoin d'un moment de passer une soirée, d'aller danser. Moi, c'est des choses... Après, faut se connaître. Et le voyage, il est aussi hyper important pour ça. Et c'est un des grands bilans, c'est sur l'apprentissage de soi-même et de ce qu'on recherche. Et du coup, tout est une question d'équilibre. Mais quand on se connaît mieux, l'équilibre, on le trouve finalement plus naturellement et plus facilement. Mais ouais, donc après Rio, il y a eu des moments très forts, très festifs avec beaucoup de monde. Là, on se retrouve un peu reculés avec Yann, tous les deux, juste à découvrir les paysages, se balader, errer. Moi, j'aime bien aussi me perdre dans ces moments-là. Donc on se disait, on va à tel endroit dans 3-4 jours, et puis on voit par où on passe, et on voit... Et là, c'était un peu le moment où je commençais à me dire, on prévoit rien, on ne réserve pas à l'avance, et on se laisse un peu guider, et on verra où on arrive. Et moi, ce côté-là, un peu... des impondérables, des aléas, plus ça allait, plus je voyais que c'était quelque chose qui m'attirait. Et du coup, c'est pour ça qu'après, on y reviendra, mais le voyage en stop, en me disant je pars du fin fond du Chili pour remonter en Colombie, c'est un truc qui s'est un peu imposé de lui-même. Moi, j'aime bien laisser cette place à l'inconnu, et en laissant place à cet inconnu, en restant ouvert aussi vers les autres, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui t'arrivent d'incroyables, et ça, c'est un truc que j'ai envie de garder et que j'ai gardé tout au long de mon voyage. C'est sur ces mots que l'on quitte Thibaut. Dans le prochain épisode, nous l'accompagnerons à la rencontre de la vie marine avec sa mère, jusqu'au sommet de la Patagonie, puis, lors de son voyage en stop de part et d'autre du continent, en total lâcher-prise. C'était Voyage en soi, un podcast réalisé par Alexandre Desplat.